Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir dans cette vidéo la seconde partie du 4e chapitre qui porte sur les outils de défense. Alors nous avons vu la fois passée comment sécuriser un réseau d'un point de vue physique, c'est-à-dire comment protéger les infrastructures matérielles d'un réseau. Nous allons voir maintenant comment protéger le réseau d'un point de vue logique. Donc il faut se dire que protéger les infrastructures matérielles d'un réseau n'est pas suffisant et ne permet pas de garantir qu'un réseau est sécurisé. Il est important de protéger l'accès ainsi que les données. Cela se concrétise via la mise en place d'une sécurité appelée sécurité logique. Nous allons voir une brève définition. Donc la sécurité logique, c'est l'ensemble de moyens et outils logiques qui permettent de protéger et de garantir la sécurité des entités logiques, les données, notamment les données de l'entreprise, les applications, encore les systèmes d'exploitation. Donc ce qu'on a vu la fois passée, c'est comment sécuriser l'accès d'une entreprise ou bien d'un réseau, comment protéger le matériel, etc. Maintenant, on va voir comment sécuriser les données. Donc, les données constituent un des éléments les plus importants de n'importe quel système d'information. Nous allons voir comment on peut sécuriser, quels sont les différents mécanismes qui permettent de sécuriser les données. Avant cela, nous allons voir quelques exemples d'intrusions logiques. Nous avons 4 types d'intrusions logiques. Il y a les intrusions qui affectent la confidentialité, il y a celles qui affectent l'intégrité, il y a celles qui affectent la disponibilité, il y a celles qui affectent l'authentification. Donc ces 4 paramètres, confidentialité, intégrité, disponibilité et authentification, sont l'un des concepts fondamentaux en sécurité. Donc on les a vus dans le premier chapitre. Maintenant on va voir quelques exemples. Nous allons voir concernant la confidentialité, la collecte d'informations et l'ingénierie sociale. Nous allons voir concernant l'intégrité, l'insertion de malware dans un réseau. Nous allons voir concernant la disponibilité, le déni de service et le ping de la mort. Et nous allons voir concernant l'authentification, le vol de mots de passe et d'informations. Nous allons commencer par la collecte d'informations. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si on veut attaquer un réseau, si on commence par une attaque qu'on appelle aveugle, c'est-à-dire qu'on n'a pas de données à l'avance, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas quelles sont les entités qu'on va attaquer, on dit que c'est inefficace dans 99% des cas. Donc si on fait une attaque aveugle, ça marche pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord collecter des informations, puis attaquer. Alors, la collecte d'informations consiste à rechercher des données concernant une cible précise. Cette cible peut être une personne, une entreprise, un réseau, etc. en mode passif, c'est-à-dire que c'est une préphase concernant l'attaque, parce que collecter les données, ça ne doit pas se sentir. Donc c'est une étape où on ne sait pas a priori qu'on est attaqué. Donc l'autre partie ne le sait pas. Et la collecte d'informations, elle permet d'avoir un aperçu sur la cible et elle est considérée comme l'une des phases les plus importantes qui précèdent l'attaque qu'on appelle active. Donc, comme on l'a dit, on collecte l'information sur une cible précise. Cette cible peut être une personne. Donc, si on veut avoir certaines informations sur une personne, on peut rechercher ces informations-là. Donc, on peut les rechercher via des groupes, comme les Google Groups par exemple. Donc on peut voir si cette personne est membre d'un groupe, on peut voir les informations personnelles et confidentielles de cette personne. Donc ça dépend. On peut avoir des informations via les pages et les forums. Donc un forum, c'est un espace de discussion publique. Vous avez par exemple les forums de tripadvisor.fr. Donc, un forum, on peut poster des messages, ces messages-là sont publics, on peut avoir des réponses, etc. Donc, si la personne qu'on est en train d'essayer d'avoir des informations sur est abonnée à un forum particulier, on peut avoir certaines informations sur cette personne. On peut aussi avoir des informations via les réseaux sociaux, donc c'est assez courant de nos jours. Vous avez Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, etc. Donc vous avez une panoplie de réseaux sociaux qui sont utilisés de nos jours. La majorité des personnes utilisent de manière fréquente les réseaux sociaux. La majorité aussi mettent leurs informations personnelles, leurs réinformations. Donc si vous allez sur Facebook, tapez un nom, vous pouvez trouver certaines informations qui peuvent vous être utiles. Comme il y a certaines personnes qui protègent leurs informations, donc tout dépend aussi de la personne que vous êtes en train de rechercher.
Et vous pouvez faire cela via le social engineering. Donc le social engineering, ou l'ingénierie sociale, elle s'appuie essentiellement sur les relations humaines pour inciter de façon détournée à enfreindre les procédures de sécurité. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'établir des relations avec le personnel pour obtenir des informations, par exemple sur des mots de passe, sur la topologie du réseau, etc. Donc cette personne-là, si on veut avoir certaines informations sur elle, on peut essayer de lui poser des questions de manière indirecte, on peut essayer de se familiariser avec cette personne, on essaye d'avoir un lien, des contacts, etc. Donc ça permet aussi d'avoir des informations. Mais comme j'ai dit, tout dépend aussi de la personne. Il y a certaines personnes qui connaissent les dangers du social engineering, qui savent quels sont les dangers s'ils mettent par exemple leurs informations personnelles sur Internet, etc. Donc tout dépend de la personne si elle est formée ou pas. Néanmoins, c'est une des étapes qu'on devrait faire. Maintenant, si on veut collecter des informations sur une entreprise, on peut chercher déjà son site web, on peut avoir son statut juridique, son adresse, son PDG, numéro de téléphone, etc. Donc on peut avoir un tas d'informations si on consulte le site web de l'entreprise. On peut aussi se déplacer à l'entreprise. On peut aussi avoir la liste des employés, leur nom, leur prénom, leur ligne directe, etc. Donc cette étape-là, c'est une des étapes les plus importantes si on veut aboutir à une attaque active. Néanmoins, c'est pas évident, donc on peut pas savoir a priori si on aura un résultat derrière cette étape ou pas. Il y a un autre outil, un exemple de collecte d'informations, c'est ce qu'on appelle le Google Hacking. Donc Google Hacking, c'est l'utilisation du moteur de recherche Google d'une manière plus précise si on veut. Donc on essaie de faire une recherche ciblée. Donc on ne se contente pas à juste taper des phrases ou bien des mots sur le moteur de recherche, mais il y a ce qu'on appelle des commandes qui nous permettent de rechercher une information précise. Par exemple, on peut chercher des fichiers format docx, des fichiers en format PDF, on peut chercher des sites avec un titre égal à une chaîne de caractères précise, on peut chercher on peut spécifier quels sont les mots qui doivent apparaître au niveau du texte d'un site web, etc. Donc vous avez une panoplie de requêtes que vous pouvez utiliser. Donc Google Hacking, ce qu'il faut retenir, c'est une technique plus performante en faisant de la recherche en utilisant le moteur de recherche Google. On va voir quelques exemples de requêtes. Donc si par exemple vous voulez rechercher toutes les pages web avec les mots master1, st et usthb dans le titre d'un site web, vous allez taper intitle master1 st, ensuite intitle usthb. Donc tout dépend le nombre de mots que vous voulez chercher. Pourquoi on a mis usthb et master1 st séparés, donc on a utilisé deux fois intitle, parce que si vous mettez intitle master1 st et vous mettez usthb, vous allez avoir cette chaîne de caractères exacte. Donc vous aurez master1 st plus usthb. Mais ce qu'on veut, c'est l'apparition du mot master1 st et le mot usthb. Donc usthb peut précéder master1 st. usthb peut être pas exactement après master1 st. Donc il peut y avoir des mots qui sont compris entre master1 st et usthb. Donc c'est pour ça qu'on utilise deux fois intitle. On va essayer un exemple. Par exemple, on va chercher, on va mettre intitle en minuscule, deux points, donc il n'y a pas d'espace, et on va mettre par exemple usthb. Voilà, et on clique sur entrée. Vous allez voir que vous avez tous les sites qui contiennent comme titre où il y a le mot usthb, s'inscrire à l'usthb, organe de l'usthb. Vous avez tous les sites où il y a le mot usthb dans le titre, intitle. Donc ça permet d'avoir une recherche plus précise. Par contre, si on tape usthb tout seul, on n'aura pas le mot usthb dans tous les titres qui vont apparaître. Par exemple, si on va dans les pages, les prochaines pages, c'est pas évident.
Bon, USHB, c'est quand même une université, la recherche, elle est facile, mais si vous avez un mot précis, regardez là par exemple, vous n'avez pas USTHB. Là aussi. Là, c'est mon promoteur. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que InTitle, elle permet d'avoir exactement le mot USTHB dans le titre. Elle va nous afficher toutes les pages qui comportent le mot USTHB dans le titre. On va maintenant voir un second exemple. On veut faire afficher le listing de dossiers. Listing de dossiers, c'est, vous avez certaines pages web, si vous accédez, vous avez un listing de dossiers du style index of. Donc vous tapez intitle:/index.of parent directory. On va essayer cette commande. index.of parent directory. Regardez, si vous allez cliquer ici, vous allez voir tous les pages de ce style-là. C'est des listings de dossiers. Donc, normalement, si le site est sécurisé, on n'a pas accès à ce listing. Il y a des commandes, tout dépend le langage avec lequel est fait le site, où on interdit l'affichage de ce listing. Pourquoi? Parce que si vous avez ce listing, vous pouvez avoir l'arborescence du site web. Et ce n'est pas vraiment sécurisé. Donc vous allez avoir toutes les pages de ce style-là. Vous pouvez ajouter à votre requête un mot. Donc vous voulez un listing de dossiers comportant le mot USTHB, comportant le mot n'importe lequel. Donc le nom de la personne ou bien de l'entreprise que vous voulez collecter des informations, etc. Donc vous pouvez taper ce que vous voulez ici. Ce qui est tapé en dehors des InTitle et en dehors des requêtes sont les mots qu'on utilise quand on fait nos recherches sur Google. Donc ces mots-là vont apparaître soit dans le titre, soit dans le texte, soit dans l'URL, etc. Donc c'est pas précisé. Quand vous tapez un mot ici, par exemple USTHB, vous n'allez pas avoir USTHB dans le titre, InTitle. Vous pouvez avoir USTHB dans le titre, ou bien dans le texte, ou bien dans l'URL, donc tout dépend. Voilà. Nous allons voir un troisième exemple. On veut afficher les URL de login. On veut avoir dans le mot, dans l'URL, l'URL c'est l'adresse du site, c'est http://www.site.com. On veut avoir dans cette URL-là le mot login. On va taper, non pas InTitle comme avant, mais on va taper InURL. On va taper InURL :login. Si vous tapez ça, vous allez avoir toutes les pages de connexion. Regardez. Là, dans le site, vous avez, comme c'est écrit ici, /login. Vous avez la page de connexion d'Instagram, de Dropbox. Vous avez une page Wikipédia comportant le mot login. Pourquoi? Parce que login figure dans l'URL du site de Wikipédia. Donc vous avez fr.wikipedia.org/wiki/login. Donc login, il est présent dans l'URL. Vous avez la page de connexion de Steam. Donc une panoplie de pages où il y a dans l'URL login. C'est-à-dire que là, l'attaquant, il essaye de chercher des pages où on peut se connecter, a priori. Mais il peut y avoir, par exemple, des pages de définition de login. Donc, c'est pas assez précis. Donc, pour avoir, par exemple, login, un site web précis, on peut ajouter ici le nom de ce site. Ce mot-là va être affiché soit au niveau de l'URL, du texte, ou bien du titre. Donc, ça va encore affiner la recherche. On va voir un autre exemple. On va voir comment afficher des pages web ayant master 1ST dans le texte maintenant. On ne veut pas avoir le mot master 1ST dans le titre, mais dans le texte. On va taper in-text, tout simplement. Donc vous tapez in-text, entre guillemets, je tape le mot. Bon, je ne sais pas si master 1ST va donner un résultat. On va taper master 1, comme ça, on va voir. Je pense qu'il n'y aura pas assez de résultats. Bon, regardez, master 1 ST est dans le texte. Master 1
master 1 pardon, et dans le texte. Donc vous avez toutes les pages où dans le texte il y a master 1. Là il y est sûrement, sauf qu'il n'apparaît pas. Donc c'est un grand texte, je suppose. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas énormément de résultats. Remarquez que vous avez master 1 au niveau du texte. Si vous voulez que master 1 soit au niveau du titre, vous tapez in title. Si vous voulez que master 1 soit au niveau de l'URL, vous tapez in URL. On peut, ce que j'ai pas dit, on peut aussi faire une combinaison de requêtes. On peut dire in title master 1 st, in URL usthb, in text st. Donc on peut, ça veut dire qu'on recherche les pages avec titre master 1 st. Si on met in title master 1 st, in text usthb, dans le texte il y a le mot usthb, et in URL st. Donc dans l'URL il doit y avoir le mot st. Donc on peut faire aussi une requête composée. On peut faire 2 fois in title, 2 fois in URL, 2 fois in text, 3 fois même. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire. Afficher les pages web référençant le site www.usthb.dz. Donc on veut avoir toutes les pages qui référencent le site web de l'USTHB. Donc toutes les pages qui se redirigent vers USTHB, qui comportent au niveau de leur site le lien www.usthb.dz. Donc on va taper link le site web. Link pardon, en minuscule www.usthb.dz. Donc tous ces sites-là, ils font référence au site de l'USTHB. Vous avez là le site de l'USTHB, là le site de la faculté de mathématiques, là génie civil, la bibliothèque universitaire, etc. Donc sous tous ces sites-là, ils référencent le site usthb.dz. Vous avez le site de... Voilà, je pense que ça c'est mathématiques. Voilà. Vous avez toutes les pages web qui référencent le site usthb.dz. On va voir un autre exemple. On va essayer de rechercher des fichiers ayant un type ou une extension particulière. Si je veux par exemple rechercher un PDF, si je veux rechercher un fichier docx, un fichier Excel, tout ce que je veux. Donc il y a une commande qui le permet. Donc c'est filetype .log ou extension .pdf. On va exécuter cette commande. Donc c'est filetype . Donc filetype, comme j'ai dit, ça permet de spécifier le type de page. Donc ça peut être une page PHP, HTML, log, etc. Donc ça spécifie le type de page. On va mettre par exemple HTML. Après on met un slash. Après on met un espace. Bon, il y a un espace entre les deux, entre HTML. Donc le slash doit être séparé par 2 espaces. Puis on met le EXT, extension. XT, 2 points. Quel est les fichiers que je recherche? Par exemple, quel est le type de fichier que je recherche? Si je mets par exemple PDF, ça sera tous les fichiers PDF qui sont contenus dans ces pages HTML. Donc c'est ça l'idée. Si je tape ça, regardez, j'aurai là, ce sont toutes des pages HTML. Vous avez lnnuo.html, vous avez mafiadoc.com, etc. jusqu'à .html. Vous avez des pages HTML qui contiennent des fichiers PDF. Vous remarquez ici. Donc, si normalement je clique ici, j'aurai un fichier PDF. Bon, là, le site n'est pas disponible, mais néanmoins, vous avez des fichiers PDF. Là aussi, là c'est forbidden, donc c'est interdit. Bon, là, la recherche déjà, elle n'est pas vraiment... donc c'est juste un exemple, donc c'est pas une recherche qui a un sens. Donc on peut pas demander à Google de nous chercher toutes les pages HTML qui contiennent des liens vers des fichiers PDF. Donc il faudra toujours mettre par exemple un mot. On va mettre USTHB pour que ça soit plus correct. Voilà, là vous avez le fichier PDF concernant le 2e workshop de biotechnologie et santé. Normalement on pourra avoir accès à ce fichier. Voilà. Là, il y a
un fichier PDF. Le voilà. Même chose pour le reste des pages qui s'affichent. Donc vous aurez toutes les pages HTML qui contiennent un lien vers un fichier PDF dont USTHB figure, que ce soit dans le texte, dans l'URL, dans le titre, etc. Donc il y aura toujours un lien. Donc on ne peut pas taper cette commande comme ça. C'est vrai que ça va nous donner des pages HTML qui renvoient vers des fichiers PDF, mais la recherche n'est pas vraiment, n'a pas de sens. Donc il faut toujours ajouter, on peut ajouter un in-title ici, ou bien in-text, etc. Donc tout dépend de ce qu'on veut chercher. Voilà. On passe à un prochain exemple. On va rechercher dans le site web usthb.dz. Donc vous allez taper site www.usthb.dz. Donc ça va nous donner, si on veut, l'arborescence du site usthb.dz. Donc tout ce qu'il y a comme slash après. On va essayer cette commande. Site www.usthb.dz. Vous avez toutes les pages du site www.usthb.dz. Donc toutes ces pages-là, c'est des pages qui sont présentes dans l'arborescence du site. Regardez, vous n'avez que des pages USTHB. Hein. Vous avez usthb.dz /page/210 /page/737. Donc vous avez toutes les pages de l'usthb.dz. On peut ajouter un mot, on peut ajouter maths par exemple, pour avoir toutes les pages USTHB qui comportent le mot maths. Vous avez le domaine mathématiques et informatique, formation en maths, master mathématiques et applications, etc. Mais regardez, vous êtes toujours au niveau du site usthb.dz. Voilà. Un dernier exemple, on va voir les fichiers robots des sites gouvernementaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fichier robot, c'est un fichier texte qui est placé à la racine d'un site web et qui permet d'indiquer au robot des moteurs de recherche comme Google les zones à ne pas explorer. Donc, c'est ça à quoi sert un fichier robot. Donc, il est toujours placé à la racine du site web et il permet de dire à Google ou à n'importe quel moteur de recherche quelles sont les zones qu'il doit explorer ou pas. Donc, si on veut chercher un fichier robot, donc la requête, si on veut chercher un fichier robot des textes gouvernementaux, donc voici la requête. Vous avez site2.gov pour dire que le site doit être un site gouvernemental. Donc un site gouvernemental se termine toujours par .gov, pardon. On doit avoir dans l'URL le mot robot, in URL robots, et file type txt. Donc on veut avoir un fichier texte avec le mot robot dans l'URL pour un site web gouvernemental, donc site2.gov. On va essayer cette commande. Donc ça sera site2.gov, puis in URL robot, puis file type txt. Regardez, vous avez toutes ces pages-là. Vous avez des sites gouvernementaux, ça se termine par .gov. Vous avez robot dans l'URL. Regardez, on va cliquer par exemple sur celui-là. Voilà. Voilà à quoi ressemble un site, un fichier texte, un fichier robot. Donc ça ressemble à ça. Donc ça dit au moteur de recherche quoi chercher et qu'est-ce qu'il faut pas chercher. Donc il y a disallow et allow. Donc allow c'est ce que je dois afficher. Disallow c'est ce que je ne dois pas afficher. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Regardez, disallow these directories, URL types and file types. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Donc vous avez dans cette requête tous les fichiers robots des sites gouvernementaux. Donc voilà la requête qui permet à Google de faire la recherche. Donc si vous tapiez juste un mot comme vous avez l'habitude de taper sur Google, vous n'aurez pas
toute cette performance dans la recherche. Donc Google Hacking, c'est vraiment un outil très important pour n'importe quel attaquant. Ça permet d'avoir une recherche performante, ça permet d'avoir du contenu très attractif, très sélectif aussi. Et ce que j'ai donné, c'est uniquement des exemples. Donc, vous avez une panoplie de requêtes. Donc, vous pouvez chercher sur Internet Google Hacking et vous aurez la liste de toutes les recherches. Comme vous avez aussi une méthode de recherche aussi, on peut avoir accès, attendez, dans paramètres, je pense, paramètres de recherche, voilà. Donc ça, c'est pas du style requête, mais ça permet aussi d'affiner la recherche. Voilà. Non, c'est pas par là, pardon. Voilà, c'est recherche avancée. Recherche avancée, elle permet aussi de faire un certain tri au niveau de la recherche sans avoir à taper les commandes. Voilà. Tous les mots suivants, le mot de ce mot ou cette expression exacte. Vous pouvez définir la langue aussi, la région, le domaine, regardez. Donc on peut avoir un type de fichier aussi. On peut faire cette recherche en utilisant recherche avancée au niveau de Google. Néanmoins, il serait intéressant de connaître les requêtes. Je pense que les requêtes, ça donne de meilleurs résultats que recherche avancée. Voilà. On continue. Voilà, donc on a vu Google Hacking comme étant un exemple de recherche, de collecte d'informations, pardon. Donc tout ce qui est intrusion qui affecte la confidentialité. Nous allons voir maintenant l'ingénierie sociale. Donc si vous vous rappelez au niveau du chapitre 2, je pense, quand on a parlé des attaques, on a évoqué le social engineering ou bien l'ingénierie sociale. Donc l'ingénierie sociale, c'est comment avoir des informations en utilisant les relations humaines, comment persuader une personne à divulguer certaines informations confidentielles. Donc c'est tout un art, faut dire que c'est tout un art. C'est pas aussi évident, surtout si la personne est sûre d'elle, si la personne est formée contre le social engineering, etc. Donc ça, on l'a vu dans le chapitre 2. Je vous ai néanmoins donné un exercice où je me suis filmée en train de taper mon mot de passe, par exemple, et vous essayez de trouver ce mot de passe-là, juste en regardant mes mains et en regardant le clavier que j'utilisais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est déjà d'identifier l'ordinateur, le PC, donc identifier. Donc, si je vous donne par exemple la marque de mon PC, c'est Dell Latitude E7250. Si vous retenez ce mot exact, donc vous étiez à côté de moi, donc forcément vous pouvez avoir toutes ces informations-là. Parfois c'est écrit au niveau du PC, au niveau de l'écran, du clavier, etc. Si vous cherchez sur Internet, vous allez avoir le type de clavier que j'ai. Si vous avez le type de clavier que j'ai, parce que les claviers sont différents, donc vous pouvez avoir le E d'un autre côté, etc. Donc si vous avez mon clavier là, comme vous le voyez, et qu'est-ce que vous faites? Pendant que je tape mon mot de passe, vous me filmez sans que je le sache. Vous me filmez, par exemple, de profil, vous filmez comment mes doigts interagissent au niveau du clavier. Et en utilisant cette vidéo-là, et en essayant de la lire par fraction de seconde, vous serez en place, vous serez à mesure de trouver le mot de passe. Pas tout le mot de passe, mais vous pouvez trouver au moins certains caractères que j'ai tapés. Supposons que c'est la vidéo que vous avez filmée en cachette. Voici mon PC et maintenant je vais m'apprêter à taper un mot de passe. Donc regardez, vous connaissez mon clavier qui est juste là et vous regardez en parallèle comment mes doigts interagissent au niveau du clavier. Quelles sont les premières touches que je touche avec mes doigts? Regardez, il faut aller doucement. Donc pas en utilisant ce lecteur de vidéo, mais en utilisant un lecteur par exemple comme VLC. VLC, il permet d'aller milliseconde par milliseconde. Vous pouvez aussi, ce qu'on peut faire aussi, c'est
convertir la vidéo en une séquence d'images. Donc vous allez avoir image par image et en utilisant cet ordre au niveau des images, vous pouvez déceler à peu près quel était le mot de passe que je tapais. Par exemple, si vous remarquez mon doigt, il est ici. Vous allez voir que c'est la 3e touche ou bien la 4e touche, 4e niveau. Vous allez sûrement voir que c'est F, par exemple. Tout dépend. Donc là, je tape rapidement, c'est normal. Regardez, je tape rapidement, mais si vous allez étape par étape, vous serez en mesure de trouver le mot de passe. Donc voilà, c'était ça l'idée de l'exercice. Et le mot de passe, c'était Master Système de télécommunication, je pense. Voilà. Donc nous avons vu les attaques qui touchent à la confidentialité. Nous allons voir maintenant les intrusions qui affectent l'intégrité, c'est-à-dire que les données sont modifiées. Par contre, la confidentialité, c'est juste connaître cette donnée-là sans la modifier. Donc les attaques qui affectent la confidentialité sont toujours des attaques passives, contrairement aux attaques qui affectent l'intégrité, qui sont des attaques actives. Donc on a déjà parlé de malware dans le chapitre 2. Au niveau des attaques, on a parlé de virus, de ver, de cheval de Troie, de rootkit, je pense. On a évoqué un certain nombre de malwares. Il y a un malware qu'on n'a pas évoqué et qui s'appelle le ransomware. Donc ransomware, c'est la concaténation déjà des deux mots rançon et malware. Malware, c'est virus, c'est un logiciel malveillant, malware. Et rançon, c'est demander de l'argent. Donc un ransomware, c'est un malware qui infecte un ordinateur, puis chiffre les données sensibles telles que des documents personnels ou des photos, puis demande une rançon pour les récupérer. Si la victime refuse de payer, les données sont supprimées. Donc ce que fait un malware, c'est qu'il chiffre toutes les données qu'il veut. Donc tout dépend de ce malware-là, comment il a été programmé. Il peut chiffrer que des documents, que des photos, que des fichiers d'une extension spécifique ou bien d'un nom spécifique, etc. Donc on peut ne pas rentrer dans les détails. Ça peut aussi chiffrer tout un disque dur. Et dès que ça chiffre, ça vous émet un message et vous dit votre disque dur est chiffré, veuillez payer la rançon X pour avoir vos données. Si vous ne payez pas d'ici 7 jours ou bien 8 jours, vos données seront perdues. Donc, généralement, le ransomware, on le fait on l'envoie à des entreprises où la donnée est critique. Un ransomware au niveau de Google, c'est critique par rapport à un ransomware au niveau d'une personne X, lambda. Donc, même si on vous chiffre vos données, vous pouvez tout de même les récupérer. Donc, si on vous chiffre vos films, c'est pas aussi grave que si on chiffre des données d'une entreprise ou d'un réseau ou bien d'une grande multinationale. Il y a un exemple de ransomware qui est WannaCry, qui fut utilisé en mai 2017 lors d'une cyberattaque mondiale massive qui a touché plus de 300 000 ordinateurs dans plus de 150 pays, principalement en Inde, aux États-Unis et en Russie, en utilisant le système obsolète de Windows XP. Donc, l'attaque a été faite. Déjà, c'était une attaque distribuée, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs personnes qui ont fait cette attaque-là. Ils ont installé des malwares au niveau d'ordinateurs qui utilisent un système d'exploitation Windows XP. Donc, on sait que Windows XP est un système d'exploitation obsolète, c'est-à-dire qu'il n'est plus mis à jour par Microsoft. Et puisqu'il n'est plus mis à jour par Microsoft, donc, diverses vulnérabilités peuvent apparaître. Si un attaquant découvre une certaine vulnérabilité, il pourra l'utiliser et il sera sûr que ça va marcher. Pourquoi? Parce que Windows XP n'est plus patché par Microsoft, donc il n'y a plus de correction de vulnérabilité. La vulnérabilité là, c'était l'utilisation de machines sous Windows XP. Donc, on l'a dit dans le chapitre 2 qu'une vulnérabilité, c'est une porte d'accès vers un réseau ou bien un système d'information quelconque. Donc, c'est l'utilisation de Windows XP qui a permis la mise en place et l'installation de ce ransomware. On peut voir un exemple d'une image
du résultat d'un ransomware. Dès que vos fichiers sont encryptés, regardez, ça vous dit « Your files has been encrypted ». Tous vos fichiers ont été cryptés. Vous avez 3 jours pour payer et ils vous donnent l'URL pour envoyer $300. Donc, ils acceptent le paiement en Bitcoin. Voilà. Donc, si vous voulez décrypter, vous envoyez. Et si vous ne payez pas, il vous dit que vous allez tout perdre. Maintenant, on va voir une attaque qui affecte la disponibilité. Disponibilité, c'est-à-dire que la donnée ou bien l'accès, il n'est pas disponible malgré qu'il est autorisé. Un des exemples des intrusions logiques qui affectent la disponibilité, c'est bel et bien le déni de service ou bien denial of service. Déni de service, c'est une attaque destinée à empêcher l'utilisation d'une machine ou d'un service. Donc ce qu'on fait en faisant une attaque de type déni de service, c'est qu'on essaye de stopper un service. Si on a par exemple un serveur web distant, si on veut attaquer par déni de service, on va essayer d'envoyer par exemple un grand nombre de paquets de telle sorte qu'il ne pourra plus traiter tous les paquets qui arrivent et par la suite il va crasher. Donc s'il crache, c'est-à-dire qu'il ne sera plus disponible. C'est-à-dire que même d'autres personnes qui sont autorisées à accéder à ce serveur web ne pourront plus accéder. Pourquoi? Parce que le serveur il a craché, il n'est plus disponible. Donc il ne peut plus fournir les données et les services qu'il est censé fournir. Il y a une autre variante des attaques déni de service. Bon, avant ça, ce qu'on dit, c'est que les attaques par déni de service sont les attaques les plus faciles à concrétiser. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de paralyser un réseau que d'en obtenir l'accès. Donc, déni de service, c'est juste, par exemple, d'envoyer des paquets en masse. Envoyer des paquets avec une taille plus grande que ce qui est recommandé. Par exemple, envoyer des requêtes d'ouverture de session et ne pas les fermer, etc. Donc ça, c'est facile d'un point de vue pratique à faire. Contrairement, par exemple, à trouver le mot de passe d'un compte ou bien l'accès à un privilège, etc. Donc, faire une attaque par déni de service, c'est plus facile qu'une attaque qui, par exemple, demande à avoir l'accès à un compte ou bien mettre en place un malware, etc. Déjà à l'heure actuelle, toutes les attaques se font de cette manière-là. Néanmoins, le déni de service, il ne se fait pas uniquement comme ça. Par exemple, si on parle de déni de service dans cette définition, c'est juste une machine qui attaque une autre machine. Le déni de service de nos jours, c'est un déni de service qu'on appelle distribué, bien DDoS. Distributed Denial of Service, c'est similaire au DOS, sauf que ça utilise non pas une seule machine, mais plusieurs machines. On attaque par réseau. C'est un réseau entier qui attaque une cible. C'est-à-dire que c'est pas juste moi qui envoie des paquets, mais c'est tout un réseau qui est en train d'envoyer à cette même cible-là. Déni de service, c'est quelque chose d'assez vague, donc on ne sait pas a priori comment se fait le déni de service. Donc je vous ai dit, on peut par exemple s'interférer entre une communication qui est déjà établie, on peut ne pas fermer une communication qu'on a ouverte, on peut envoyer des paquets en masse. Donc c'est pas assez précis comme attaque, c'est juste un concept. Voilà ce qu'il faut retenir, c'est que le déni de service, c'est un concept d'attaque qui permettent d'affecter la disponibilité d'un service. Un des exemples d'attaque par déni de service, ce qu'on appelle le ping de la mort ou bien ping of death. Donc le ping de la mort, c'est une attaque qui permet qui est de type déni de service et qui est réalisée par l'envoi d'un paquet ICMP mal formé. Donc déjà quand on dit ping, c'est-à-dire qu'on est en train d'envoyer des requêtes de type ICMP. Ping de la mort, c'est-à-dire que ça va stopper forcément le service. On peut voir dans cet exemple, vous avez ici par exemple l'attaquant et la cible. Donc dans un ping normal, on envoie généralement un paquet ICMP qui a une longueur maximale de 65 538 octets. Donc c'est ça le format du paquet ICMP request. Généralement quand on envoie un ping, on envoie un message ICMP request. Il doit avoir comme taille maximale
ce chiffre-là. Par contre, le ping de la mort, c'est un ping où la longueur de données est supérieure à la taille maximale. C'est-à-dire que, c'est en rouge ici, on essaie d'envoyer un paquet malicieux, ICMP malicieux. C'est-à-dire que il dépasse la taille maximale. C'est par exemple, il fait 110 000 octets. Là, c'est un paquet malicieux. Lors de son envoi, le ping de la mort est fragmenté en petits paquets. L'ordinateur, quand il récupère tous ces paquets-là et essaye de les reconstruire, il ne pourra pas gérer cette fragmentation. Il va se bloquer. S'il se bloque, cela veut dire qu'il va crasher. Et s'il crache, donc le service n'est plus offert par la victime. Donc, on voit réellement que c'est une attaque de type déni de service. Et là, comme outil pour pouvoir stopper ce service-là, ou bien ne pas permettre à un utilisateur authentifié, autorisé, de consulter une donnée lambda, on va envoyer un paquet ICMP request d'une taille supérieure à la taille maximale. Si on envoie cette taille qui est supérieure à la taille maximale, on aura, lors de du réassemblage du paquet au niveau de la victime, si on suit la pile de protocole TCP/IP, dès qu'il essaiera de reconstruire le paquet, il verra que le paquet il dépasse la taille maximale, il va crasher, et s'il crache, il ne pourra plus offrir le service. Voilà. Concernant les intrusions logiques qui affectent l'authentification, on a dit c'est le vol de mot de passe. Donc vol de mot de passe, ça peut être par social engineering, par vol de documents, par utilisation d'attaques, par exemple par dictionnaire, utilisation d'outils qui permettent de rechercher un mot de passe, etc. Donc c'est pas quelque chose de précis. Mais, maintenant qu'on a vu les types d'intrusions logiques et certains exemples, nous allons voir maintenant comment se prémunir de ces attaques et comment d'abord les détecter. On va voir comment se défendre en deux phases. On va voir comment détecter les attaques logiques, puis par la suite on verra comment prévenir ces attaques logiques. Donc il y a une différence entre détecter et prévenir. Détecter, c'est juste localiser l'attaque. C'est pas la stopper. Contrairement à prévenir, c'est stopper. Détecter, juste dire qu'il y a une attaque. C'est un outil de défense passif. C'est-à-dire que l'attaquant ne saura pas a priori que la cible est au courant de son attaque. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, détecter une attaque, c'est juste la localiser déjà, savoir où se passe l'attaque, au niveau de quelles données, au niveau de quel système, etc. La détecter, juste la connaître, ne rien faire d'autre. Pourquoi on détecte une attaque? La détection, c'est une préphase avant de la stopper. Donc on ne peut pas stopper quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas. Donc on essaie d'abord de la localiser, puis ensuite la stopper. On va voir certains mécanismes qui permettent de détecter les attaques logiques. On a deux. On a les systèmes de détection d'intrusion, les IDS, et on a les pots de miel. On va voir les deux en détail. On va voir l'IDS d'abord. Alors, l'IDS, c'est un dispositif déjà, donc il peut être soit matériel ou bien logiciel, qui permet de détecter des intrusions. Il rassemble et analyse les informations venant d'un ordinateur ou d'un réseau pour identifier les violations possibles de politiques de sécurité. Donc, si on veut résumer ça, donc l'IDS, c'est un dispositif. On peut dire aussi que c'est un renifleur de paquets qui transite au niveau de cet IDS, qui rentre ou bien qui sort de l'IDS. Et en fonction de toutes ces informations-là qu'il reçoit, il essaye de les analyser et dire s'il y a attaque ou pas. Par exemple, si je vous dis je suis en train de recevoir un certain nombre de paquets synchronisation sans recevoir en retour des paquets acquittement, je vais supposer que c'est une attaque. Pourquoi? Parce que si c'était un utilisateur légitime, si c'était quelqu'un qui cherchait vraiment à trouver une donnée ou bien cherchait vraiment à ce qu'on lui fournisse un service, il aurait juste envoyé un seul
paquet, un seul segment de synchronisation, puis un paquet acquittement. Il suivra les étapes logiques. Par contre, si on commence à recevoir un tas de nombres de synchronisations en provenance d'une même cible, là on peut détecter que ça peut être une potentielle attaque. Voilà, donc l'IDS, il intercepte les paquets puis les analyse. Il évalue ensuite une intrusion suspecte et émet un signal d'alarme. Donc il nous dit juste que je suppose qu'il y a une attaque et il nous montre par exemple un rapport, un fichier log. Il nous dit tout ce qu'il a analysé comme information et qu'est-ce qu'il en déduit. Il y a deux types d'IDS. Il y a l'IDS basé host IDS, et il y a l'IDS basé réseau, NIDS ou bien Network IDS. Donc, le NIDS, le Network IDS, c'est un IDS qui est placé, qui surveille tout le réseau déjà. Donc, si on place l'IDS ici, il surveille toutes ces 4 machines. Et il est généralement placé soit avant le routeur, soit après le routeur. Donc, soit on le place ici, soit là. Le routeur duquel on parle, c'est un routeur qu'on appelle routeur de périphérie, c'est-à-dire que c'est un routeur qui est en relation entre le réseau interne et le réseau externe. Donc c'est ça ce qu'on veut dire par routeur de périphérie. Généralement, ce routeur-là, il peut être soit un routeur ou bien un pare-feu, ou bien un routeur équipé d'autres mesures de sécurité. Généralement, c'est un pare-feu dans la pratique. Donc l'IDS, qui est cet équipement-là, qui est ce dispositif-là, on peut le placer soit ici, soit ici. Donc soit on surveille ce qui vient avant le routeur, soit on surveille ce qui vient après le routeur. Quant au host-based IDS, qui est le routeur basé hôte, regardez, il est placé au niveau de chaque machine. Donc chaque machine a son propre IDS qui surveille, surveille s'il y a des attaques ou pas. Donc si je mets l'IDS uniquement ici, il va surveiller uniquement les transactions au niveau de cette machine-là et non pas les 3 autres. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les deux types d'IDS, NIDS ou bien HIDS, accomplissent les mêmes tâches et ont les mêmes objectifs. Il y a juste la localisation. Un surveille tout le réseau et il est placé soit avant le routeur, soit après le routeur. L'autre, il surveille une seule machine et il est placé au niveau de cette même machine. Donc on peut se dire que l'IDS là, c'est plus un logiciel ici. C'est un logiciel, c'est quelque chose qu'on installe, contrairement à ici où c'est un dispositif à part entière. Alors les signes d'intrusion que peut utiliser un IDS pour dire s'il y a attaque ou pas, il va voir s'il y a des intrusions système. Donc s'il y a par exemple des modifications au niveau des fichiers de configuration, s'il y a une modification sans raison, on peut suspecter une attaque. S'il y a un vide ou bien des trous dans des fichiers log et système, si les performances du système sont anormalement lentes, donc s'il y a par exemple un processus en arrière-plan qui s'exécute en parallèle et qui consomme énormément de ressources, on peut se dire que on n'a pas, par exemple, au niveau du système, on n'a pas lancé un grand nombre d'applications, mais néanmoins, le système et ses performances sont lentes. Donc on va se dire qu'il y a forcément un processus en arrière-plan qui s'exécute. Ce processus-là est sûrement malveillant. Le système, il crache ou bien il reboot fréquemment. On peut suspecter une attaque. Des logs courts ou incomplets ou manquants, donc des fichiers log. Pourquoi? Parce que les fichiers log, ils permettent de retracer toute l'activité au niveau du système. Donc s'ils sont effacés ou bien s'ils sont incomplets, on peut supposer aussi qu'il y a attaque. Des logs contenant des permissions aux propriétés incorrectes, c'est-à-dire que si par exemple il y a des privilèges que pour l'administrateur, si on les change pour un compte invité ou bien un compte utilisateur normal, là on peut prétendre qu'il y a attaque. Il va y avoir aussi des indications d'intrusion au niveau des fichiers système. Par exemple, il va voir s'il y a une présence de nouveaux fichiers au programme inconnu, s'il y a un programme qui s'est installé ou bien un nouveau fichier qui est apparu. Un changement de taille de fichier inexpliqué, des fichiers manquants. Et il va y avoir aussi certaines intrusions au niveau réseau. S'il y a une connexion depuis un emplacement inhabituel ou insolite,
Donc s'il n'a pas l'habitude de se connecter à un hôte X, si c'est la première fois et si c'est fréquent après, on peut supposer qu'il y a une attaque. Et aussi s'il y a un essai répété de connexion à partir d'un hôte distant. Comme je l'ai dit précédemment, si on commence à envoyer un grand nombre de segments synchronisation par exemple. Là on peut dire que l'attaque, il y a une potentielle attaque. Voilà, donc ça ce sont certains exemples de signes d'intrusion que l'IDS utilise pour voir s'il y a attaque ou pas. Donc il est programmé de cette façon-là. On va voir maintenant les pots de miel ou bien les honeypots. Donc pots de miel, c'est pas vraiment connu comme outil de défense et c'est pas vraiment très utilisé. Néanmoins, c'est assez astucieux. Donc un pot de miel, c'est un système qui n'a aucune valeur de production, c'est-à-dire que c'est pas un dispositif qui travaille réellement. Tout ce qui entre et en sort du pot de miel est probablement un sondage ou une attaque. Donc ce qu'il faut dire concernant un pot de miel, c'est par exemple, si vous avez un réseau, si vous voulez installer un pot de miel, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dupliquer votre réseau. Vous allez mettre en place un réseau qui ressemble au réseau que vous voulez protéger et ça sera un pot de miel pour l'attaquant. Si il y aura des attaques au niveau de ce pot de miel, on va se dire que on va par exemple voir comment se protéger le vrai réseau. Si par exemple un attaquant sera en mesure de compromettre une machine au niveau du pot de miel. Et on sait que le pot de miel, c'est une duplication du réseau existant. Si cette machine elle est compromise, on pourra sécuriser et mettre une meilleure politique de sécurité au niveau de cette machine, au niveau du réseau existant. Donc ça permet de donner à l'administrateur du réseau une idée générale sur comment se comporte l'attaquant avec son réseau. Néanmoins, la mise en place de pots de miel, c'est quand même assez coûteux. Pourquoi? Parce que si vous avez un grand réseau, vous devez le dupliquer, donc c'est coûteux en termes d'argent et en termes de configuration, etc. Donc, comme je l'ai dit avant, son principe consiste à attirer l'attaquant sur des ressources, que ce soit des serveurs, des programmes, des services, afin de l'identifier et éventuellement de le neutraliser. Donc, on essaie d'attirer l'attaquant vers ce réseau-là. On va essayer de lui faire croire que c'est le vrai réseau qu'il est en train d'attaquer. C'est pour ça qu'on l'appelle pot de miel. Donc, l'attaquant, c'est comme une abeille qui sera attirée vers ce pot de miel. Comme j'ai dit, c'est un concept. C'est vrai que c'est un concept simple. Donc, l'idée, c'est pas ingénieux. C'est pas mettre en place, par exemple, des règles au niveau d'un pare-feu ou bien au niveau d'un IDS ou bien analyser des informations ou bien développer un algorithme, etc. C'est juste reproduire le réseau ou bien le système et le dupliquer et essayer d'attirer l'attaquant vers ce réseau simulé. Néanmoins, c'est un risque à prendre. Pourquoi? Parce que c'est coûteux en termes d'argent et de temps. Un exemple de honeypot, ce qu'on appelle le honeynet pour honey network. Vous avez le réseau, le vrai réseau, où il y a les vrais serveurs et les vraies machines qui produisent. Et là, vous avez le honeypot. Donc, on va simuler ces 3 serveurs de production comme étant ces 3 machines. Donc, l'attaquant, s'il attaque ce honeypot-là, il va se dire qu'il est en train d'attaquer ce serveur, alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Maintenant qu'on a vu comment détecter une attaque, c'est-à-dire comment la localiser, soit via un IDS, soit via un honeypot, on va voir maintenant comment il est possible de stopper cette attaque. Stopper cette attaque veut dire qu'on va voir comment prévenir des attaques logiques. Car la prévention, c'est stopper les attaques, pas juste les détecter. On va voir aussi 2 mécanismes qui permettent cela. Il y a les systèmes de prévention d'intrusion, IPS, et il y a les pare-feu. Alors, on va commencer par l'IPS. Donc l'IPS, c'est identique à l'IDS, donc c'est la même chose. Il analyse des informations, etc. Sauf que celui-ci, il n'émet pas juste une alarme et nous dit qu'il y a attaque, mais il stoppe l'attaque. Regardez par exemple dans le schéma précédent, si on revient au schéma précédent de l'IDS, regardez. Là, il y a l'attaque, mais on la laisse passer. Vous voyez,
on la détecte uniquement à ce niveau-là, mais on la laisse passer. Contrairement à l'IPS, regardez, on stoppe l'attaque. Ça ne passera plus. On la stoppe, c'est-à-dire qu'on la neutralise. Un IPS, c'est un dispositif qui permet de prévenir des intrusions en temps réel. Contrairement à l'IDS, qui ne fait que détecter l'intrusion, l'IPS stoppe l'intrusion. On l'appelle aussi parfois IDS actif. Donc c'est un IDS qui n'est pas passif, mais qui est actif. Un IDS actif, c'est un IPS. Un IPS est toujours placé en ligne par rapport au flux du trafic. Donc il est toujours en ligne, c'est-à-dire que tout ce qui passe au niveau du réseau, il passe par lui. Donc on a vu précédemment que l'IDS, par exemple, il était placé soit avant, soit après le routeur. Là, il est placé au niveau même du routeur. Si on le place avant ou après le routeur, le message va passer. Et l'IDS va juste recevoir ces informations-là et les analyser. Donc, il ne pourra pas stopper l'attaque. Mais si il est placé au niveau même du routeur, c'est-à-dire qu'il est placé en ligne par rapport au flux du trafic, il pourra prendre les mesures nécessaires pour pouvoir stopper ce flux-là, stopper l'attaque. Comme pour l'IPS, pardon, là normalement c'est l'IPS, il y a deux types. Il y a l'IPS basé hôte et l'IPS basé réseau. La même chose, regardez là, l'IPS, il est en ligne. Il y avait un câble avant, il y avait l'IDS ici. L'IPS, il est là, donc tout le trafic va passer par lui. Donc soit il stoppe ce trafic, soit il le laisse passer. Il le stoppe, ça veut dire qu'il ne permet pas à une attaque de se réaliser. Quant à l'IPS hôte, c'est la même chose que l'IDS, sauf qu'il est placé au niveau de chaque machine. C'est plus un logiciel à installer. Maintenant, on va voir le pare-feu. Le pare-feu, ça peut être soit un logiciel ou bien un matériel localisé sur un serveur passerelle du réseau, un routeur de périphérie, etc. Donc, comme on a vu précédemment, je disais que c'est soit un routeur passerelle ou bien un pare-feu. Là, maintenant, on parle plus de pare-feu. Il permet de protéger les ressources d'un réseau privé d'utilisateurs. Généralement, le pare-feu il est placé entre le réseau privé et le réseau Internet. Là, vous avez le réseau privé. Et là, vous avez le réseau externe, Internet. Le réseau privé, c'est le réseau local qui n'est pas censé être vu depuis l'extérieur. Il y a deux types de pare-feu. Il y a le pare-feu matériel et le pare-feu logiciel. On va voir le pare-feu logiciel. Regardez. Donc, le pare-feu logiciel, c'est un logiciel qu'on installe sur une machine. Par exemple, là, cette machine-là, elle est équipée d'un pare-feu. Donc, vous l'avez sous Windows, normalement. Je pense que c'est Windows Defender. C'est un pare-feu par défaut de Microsoft. Donc, au niveau de la machine, il est installé. Donc, parfois, j'ai des applications dont on ne connaît pas la source. Le pare-feu, parfois, il nous dit d'éviter d'installer ces applications-là, comme on peut le désactiver. Le pare-feu logiciel, il surveille les paquets entrants et sortants et décide selon des règles, s'il faut les bloquer ou les autoriser. Donc, il agit au niveau d'une seule machine. Contrairement au pare-feu matériel qui est ici. Donc, il permet de protéger un ensemble de machines. S'il y avait plusieurs machines ici, il pourra les protéger. Non pas uniquement un pare-feu logiciel qui est installé uniquement sur une machine. Regardez là. S'il y a une attaque qui vient du PC rouge, elle va aller jusqu'au PC et c'est le pare-feu du PC qui va décider si je bloque ou je ne bloque pas. Par contre, concernant le pare-feu matériel, l'attaquant il envoie son paquet, le paquet il est refusé au niveau du pare-feu matériel, au niveau du firewall ici. Il n'arrive même pas à la machine. Donc voilà la différence entre le pare-feu logiciel et matériel. Pour finir cette partie-là, on finit toujours par des conseils et des bonnes manières. Alors, établissez une bonne segmentation du réseau. Installez un pare-feu matériel à l'entrée du réseau de l'entreprise locale. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord avoir un schéma assez correct du réseau privé. Séparer les serveurs de production, séparer les machines hautes, séparer même les serveurs entre eux, donc mettre des serveurs qui sont accessibles au public, des serveurs qui sont accessibles uniquement au niveau local. Donc il faut faire une étude concernant l'architecture et la segmentation du réseau et installer un pare-feu matériel, un firewall
à l'entrée du réseau de l'entreprise locale. Donc vous remplacez votre routeur commun par un pare-feu. Un pare-feu, c'est un routeur qui est équipé de règles. Ces règles-là vont permettre au pare-feu de dire s'il bloque le trafic ou pas. Si par exemple je mets une règle où je dis je stoppe tout trafic en provenance du site X, eh bien tous les sites en provenance du site X vont être bloqués. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place une règle qui permet cela. Mettez en place des zones démilitarisées. Une zone démilitarisée, dans le jargon informatique, c'est une zone, c'est un sous-réseau. Donc une zone, c'est un sous-réseau qui est isolé du réseau local privé et ainsi que d'Internet. Donc c'est un réseau qui est entre les deux, entre le réseau privé qui est le réseau local et le réseau externe qui est le réseau Internet. Et ce sous-réseau-là, il va contenir les machines qui sont susceptibles d'être accédées depuis Internet et qui n'ont pas besoin d'accéder au réseau local. Donc si vous avez au niveau de votre réseau principal, vous avez des serveurs web. On sait tous que les serveurs web sont accessibles depuis l'extérieur. Donc ce qu'on fait, on met ces serveurs web, ou bien ce serveur DNS, ou bien ce serveur de base de données, on les met dans un autre réseau à part. Pourquoi? Parce que si on les met avec les machines, si un attaquant est en mesure d'attaquer le serveur web, pourquoi? Parce que ce serveur web-là, il est public, il pourra être en mesure d'attaquer les machines qui sont au niveau du même réseau que le serveur web. Par contre, si on met une zone démilitarisée, c'est-à-dire qu'on met un sous-réseau dédié aux machines qui peuvent être accédées de manière publique, là, même s'il y a une compromission des serveurs web, DNS, base de données, il n'y aura pas compromission des serveurs locaux, bien des machines locales. On va voir par la suite un schéma d'une zone démilitarisée juste après. Alors, on vous dit aussi de mettre en place un mécanisme d'authentification pour les connexions directes et distantes. Mécanisme d'authentification, mot de passe, empreinte digitale, etc. Donc, ce que vous voulez. Utiliser des réseaux privés, virtuels ou bien VPN et un cryptage pour les communications sécurisées. Un réseau VPN, c'est la mise en place d'un tunnel entre une source et une destination. Donc, ce tunnel-là, il ressemble à une ligne directe. Pourquoi? Parce que les échanges sont cryptés. Donc, même s'ils passent par Internet, ou ils passent par des réseaux qu'on ne connaît pas, tout le trafic il sera chiffré de bout en bout. Donc, VPN, c'est une bonne solution pour pouvoir sécuriser les communications. Mettez à jour les systèmes d'exploitation de toutes les machines de l'entreprise en les patchant régulièrement dès qu'une vulnérabilité est signalée et corrigée par l'éditeur. Donc, si Microsoft il dit que Windows XP n'est plus patché, il faudra alors ne plus utiliser par exemple Windows XP au niveau de l'entreprise. Si Microsoft met en place un nouveau système d'exploitation, il faut mettre à jour toutes les machines avec ce système d'exploitation. Néanmoins, il ne faut pas mettre à jour tout de suite. Par exemple, pour le Windows 10, il ne fallait pas faire la mise à jour tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de vulnérabilités. Il faut patienter au moins 1 an ou 2 ans pour pouvoir passer à Windows 10. Néanmoins, c'est toujours mieux d'avoir un système d'exploitation qui est mis à jour par l'éditeur qu'un système qui est obsolète comme Windows XP. Vous avez vu d'ailleurs l'attaque WannaCry, elle a eu lieu à cause de l'utilisation de Windows XP au niveau de certaines machines. Aussi, installez que les services et logiciels nécessaires sur chaque machine, car chaque logiciel apporte au système hôte ses propres vulnérabilités. Donc si vous n'avez pas besoin de certaines applications ou bien certains services, ne les installez pas, parce que tout service ou bien toute application comporte un certain nombre de vulnérabilités. Et si un attaquant connaît les vulnérabilités d'une application lambda, il pourra l'utiliser pour attaquer les machines. Donc, il faut toujours installer le minimum et le nécessaire. Donc, ne pas surcharger une machine par des applications qu'elle n'utilise pas. Pourquoi? Parce que ça permettra de développer encore plus de vulnérabilités et donner plus de choix à l'attaquant lors de l'utilisation de certaines vulnérabilités. Installer un antivirus sur les postes de travail et le maintenir à jour, très important aussi. Donc, mettez en place des antivirus, achetez des licences, etc. Donc, voilà le schéma d'une zone démilitarisée. Vous avez ici Internet, vous avez votre firewall. Donc là, vous avez normalement tout le réseau qui est privé, le réseau local. Ce qu'on a fait, on a séparé le réseau local en deux parties. Un sous-réseau pour
les serveurs de production qui sont visibles à l'extérieur, serveur web, serveur DNS, serveur de base de données, c'est visible. Par exemple, un serveur d'authentification, il n'est pas visible. Donc un serveur d'authentification, il devrait pas être placé au niveau du réseau local, là où il y a les machines. Par contre, un serveur web, c'est quelque chose qui est public. Donc si un attaquant, il compromet ces serveurs de production, cela ne va pas dire qu'il pourra compromettre ces machines-là. Donc il y a au moins un degré de plus de sécurité. Néanmoins, ce qui n'est pas bon avec cette architecture, c'est que si notre firewall il est compromis, ce sera tout le réseau local qui sera compromis. Généralement, on essaie de mettre en place 2 firewalls. On met un firewall ici et on met un second ici ou bien ici. Donc on met 2. Même si celui-là il est atteint, donc l'autre il servira à protéger le réseau local. On continue avec les conseils et les bonnes manières. Pensez aux sauvegardes, donc c'est très important. Si votre système il crash ou bien si on vous crypte vos données, etc., il faut toujours avoir des sauvegardes très récentes. Instaurez une politique de gestion de mots de passe sûrs. Assurez-vous que tous les utilisateurs utilisent des mots de passe longs, compliqués, qu'ils changent fréquemment et non apposés sur un post-it de l'écran. Donc certains travailleurs, ils mettent leur mot de passe au niveau d'un post-it et le collent à l'écran. Donc ça, c'est quelque chose à bannir. Ne publiez aucune information technique sur les outils et les versions utilisées. Donc essayez de limiter le nombre d'informations concernant les versions des outils que vous utilisez, car si vous donnez la version, l'attaquant pourra chercher cette version-là et chercher quelles sont les vulnérabilités qui existent au niveau de cette version-là. Déconseiller au personnel de l'entreprise d'utiliser leurs adresses mail professionnelles pour participer à des forums dont l'usage est d'ordre privé. Donc, au niveau de chaque entreprise, on peut avoir un serveur de messagerie. Donc, chaque travailleur aura sa propre adresse mail professionnelle. Donc, il faut déconseiller au personnel d'utiliser cette adresse. Et au niveau de forums, au niveau de créer un compte avec cette adresse-là, etc. Former le personnel technique du service informatique aux mesures anti-social engineering, donc c'est très important pour qu'il ne puisse pas être un appât pour un attaquant. Donc tous ceux qui travaillent au niveau du personnel technique du service informatique doivent savoir tous les enjeux et tout ce que l'entreprise peut subir derrière une attaque par ingénierie sociale. Ne donner aux utilisateurs du système d'information que les droits nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches respectives. Donc, si vous avez un travailleur qui s'occupe uniquement d'une division X, donnez-lui uniquement les privilèges concernant cette division. Ne lui donnez pas d'autres privilèges plus hauts. Pourquoi? Parce que si on compromet son compte, et s'il avait plus de privilèges qu'il en avait, l'attaquant pourra utiliser ces privilèges-là pour avoir accès au système. Et aussi, soyez paranoïaque. Donc, je vous le répète toujours, il faut toujours se poser des questions derrière une personne inconnue qui vient à l'entreprise ou bien derrière des mails qu'on reçoit, etc. Donc, il faut toujours être sur ses gardes pour garantir une sécurité au niveau d'un réseau. Donc, ce qu'on a vu, c'est comment se défendre d'une manière physique et logique. Ce qu'il faut retenir, c'est que on ne peut pas dire que la sécurité logique est plus importante que la sécurité physique et l'inverse aussi. Donc, les deux sont importantes. Et il faut aussi faire une politique de sécurité assez stricte, mais pas assez rigide. Pourquoi? Parce que si elle est très rigide, il n'y aura pas assez de services qui seront fournis au niveau du système, ça sera tout le temps bloqué, on n'aura pas cette aisance de travail. Pourquoi? Parce que tout système d'information, il a pour objectif de fournir des services, toute entreprise aussi a pour objectif de fournir des services, donc c'est vrai qu'il faut instaurer une politique de sécurité, mais pas en abuser aussi, et pas laisser les choses se faire. Donc il faut vraiment avoir une certaine balance entre les deux. Voilà, donc on a terminé le 4e chapitre et il nous reste le 5e chapitre qui porte sur la sécurité au niveau des réseaux sans fil.